Bonjour, du coup les élèves de troisième. Donc ici une deuxième vidéo pour revoir toutes les notions sur l'énergie que nous avions vues jusqu'à présent et puis approfondir avec ce qu'on appellera la loi de conservation de l'énergie mécanique. Tout d'abord, deux types d'énergie que vous connaissez maintenant dès à présent. Il s'agit de l'énergie de position ou appelée aussi énergie potentielle et l'énergie cinétique. Commençons par l'énergie de position. Nous avons vu qu'elle était due à différents paramètres. Et le paramètre principal qui doit nous venir à l'esprit quand on parle d'énergie de position ou potentielle, c'est bien sûr la hauteur. Rappelez-vous le skater, parce qu'il était haut sur la rampe, alors il avait une énergie de position qui était conséquente. Bien sûr, l'énergie de position va être aussi due à l'intensité de pesanteur et à la masse. Mais ces deux données, elles ne varient pas. Le skater perdure avec une même masse et toujours sur Terre, donc l'intensité de pesanteur non plus. La hauteur, quant à elle, est vraiment le paramètre qui peut varier au fur et à mesure du temps. Donc tout ça, tous ces paramètres peuvent être notés dans une seule et même formule qui va nous permettre de calculer l'énergie de position, EP égale mgh, ainsi que les unités associées sont bien sûr à connaître. L'énergie cinétique maintenant. Le paramètre principal qui doit vous venir à l'esprit dès qu'on parle d'énergie cinétique, c'est bien entendu la vitesse. Elle dépend aussi, donc voilà, le skater, vous avez vu qu'au plus il allait vite, au plus il avait une énergie cinétique importante. Ça dépendra aussi de sa masse et tout ça peut être recoupé dans la formule suivante qu'il faut connaître par cœur, c'est-à-dire EC égale 1/2 de mv carré. Je vous laisse regarder bien les unités associées. Donc tout ça, c'est les choses de base bien à retenir aujourd'hui. Et je vous rappelle, et vous devez reconnaître l'homme, le chimiste qu'on appelle Lavoisier, qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je vous l'ai dit que ça pouvait s'appliquer aussi à l'énergie. Je pense que la petite animation sur le skater a été d'une grande utilité. On va faire à peu près la même chose, mais alors là, je vais vous présenter une petite vidéo où au lieu d'avoir un skater, vous allez voir qu'il va y avoir une bille qui va s'élancer sur ces montagnes russes, qui va évoluer. On pourra ici voir l'évolution de l'énergie cinétique de la bille. La voilà, hein. Là, on lui donne de l'énergie pour qu'elle monte. Hop. Et je vous laisse bien observer l'évolution de son énergie de position cinétique et de son énergie totale dans ces trois histogrammes. Vous pouvez re-regarder la vidéo si vous le souhaitez, c'est un petit peu comme le skater. Comprendre tout ça. Essayons de tracer l'évolution de l'énergie de position et de l'énergie cinétique au fur et à mesure du temps, lorsque la bille démarre tout en haut et jusqu'à ce qu'elle arrive tout en bas de cette pente. Donc au départ, si elle est au point le plus haut et que j'ai envie de tracer l'évolution des énergies en fonction du temps, évidemment, l'énergie de position, puisqu'elle dépend de la hauteur, au point le plus haut sera très haute. Donc, je vais la faire démarrer très haut. Et puis, au fur et à mesure que ma bille va descendre, la voilà hein, qui se retrouve du coup à cette position ici, beaucoup plus bas. Elle a perdu de la hauteur. Donc, l'énergie de position, au fur et à mesure du temps, va perdre en joules, puisque la hauteur diminue. Voilà pour l'énergie de position. En ce qui concerne l'énergie cinétique, au tout début, quand elle est tout en haut, elle n'a pas de vitesse. Donc, je vais faire démarrer mon énergie cinétique. S'il n'y a pas de mouvement, pas de vitesse, ça veut dire que l'énergie cinétique est nulle. La condition pour qu'il y ait énergie cinétique, c'est que mon objet soit en mouvement. Au fur et à mesure de la descente, la bille va prendre de la vitesse. Donc, l'énergie cinétique va augmenter. Et ça, je peux le tracer avec la courbe suivante. Un petit peu la même chose qu'on avait fait avec le skater. Observons maintenant l'histogramme ici et celui-là qui nous montre l'évolution en fonction du temps de l'énergie totale ou appelée énergie mécanique. Bien, on voit que ce réservoir est toujours plein. Ça veut dire qu'elle est toujours identique, cette énergie mécanique. Au fur et à mesure du temps, on a une conservation de l'énergie totale ou énergie mécanique. Il n'y a pas d'évolution là-dessus. Et cette énergie mécanique, je le rappelle, qui est la somme des deux autres énergies, c'est-à-dire EC plus EP. Comme elle est toujours la même, si je veux la tracer, cette énergie mécanique, je sais que ça va ressembler à une droite. Mais où va-t-elle commencer? Réfléchissons. Au tout début, nous avons ici la bille qui n'a pas de vitesse, donc pas d'énergie cinétique. Donc au tout début, l'énergie mécanique, finalement, elle revient à l'énergie de position. Donc elle va être placée exactement au même endroit. Ici, je vous ai fait changer la couleur. Ça prouve qu'elle va démarrer d'ici. Au temps zéro, l'énergie mécanique se confond avec l'énergie de position puisqu'il n'y a pas d'énergie cinétique. Et ensuite, comme elle est constante au fur et à mesure du temps, qu'elle se conserve, ça fera une ligne droite. Alors, un tout petit peu plus loin, et réfléchissons à la fin. À la fin, justement, la bille a perdu vraiment beaucoup de hauteur, et on va imaginer même qu'elle est arrivée à une hauteur qui est nulle, donc pas d'énergie de position à la fin. Ça veut dire que l'énergie mécanique va se confondre avec l'énergie cinétique.
Voilà le point qui correspond à l'intersection des deux. Ça veut dire que cette partie de courbe en haut n'existe pas. Jamais je peux avoir une énergie cinétique qui surpasse évidemment la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc voilà une courbe qui doit être correcte. J'espère que ce type de diagramme et de courbe est assez clair pour vous. Donc la fiche bilan, là, ce qui reflète tout ce qu'il faut connaître, on va rajouter qu'une énergie de position peut se transformer en énergie cinétique. Et ça, on peut le comprendre aisément puisque la hauteur, quand elle diminue, en général, peut faire augmenter la vitesse d'un objet. Donc on a vraiment cette conversion d'énergie potentielle en énergie cinétique. Autrement dit, l'énergie mécanique, la somme de EC plus EP, même s'il y a des fluctuations au sein de EC et au sein de EP, la somme des deux, quant à elle, qu'on appelle énergie mécanique ou énergie totale, va se conserver au cours du mouvement. Donc cette fiche-là, je vais vous la mettre sur Pronote. Ceux qui ont la chance d'avoir une imprimante, vous pouvez l'imprimer et la coller à la suite du cours. Les autres, vous pouvez essayer de la recopier, ça serait parfait. On va essayer de voir un petit exemple de conservation d'énergie toujours. Imaginons un corbeau qui est capable de lâcher une noix pour qu'elle s'écrase au sol, s'ouvre et qu'il puisse manger le contenu. Eh bien, on va essayer d'étudier le mouvement de la noix au fur et à mesure. Elle va prendre diverses positions. Ce qu'on entend par conservation de l'énergie, c'est quelle que soit la position, son énergie totale ici sera strictement identique à l'énergie totale en position intermédiaire, position 2, et sera strictement identique à l'énergie qu'aurait la noix avant de s'écraser, bien sûr, avant qu'elle percute le sol. Bien sûr, une fois qu'elle percute le sol, l'énergie va être transférée au sol. Alors là, la noix va perdre la totalité de son énergie. Mais donc, au fur et à mesure de son mouvement, par contre, son énergie totale est la même. Si elle était égale à 2 joules quand elle était tout en haut de la branche, elle sera égale à 2 joules quand elle sera au milieu de sa chute et elle sera égale à 2 joules avant percussion du sol. Voilà ce que c'est que la conservation de l'énergie mécanique. Alors pour s'entraîner, je vais vous donner un petit exercice qu'on va faire ensemble. Vous pouvez prendre un stylo, une feuille, et je vais vous montrer comment on peut le résoudre. Premièrement, compétence de la première question abordée, c'est savoir effectuer un calcul simple d'énergie. Alors en général en physique, quand on lit un problème, on a un stylo à côté et on essaye de relever toutes les données importantes. On peut aussi faire un petit schéma pour comprendre la situation. La situation est la suivante, on est en haut d'un immeuble, un maçon laisse tomber malheureusement une brique d'une hauteur de 25 mètres. Ah, je le note, peut-être que ça sera utile pour la suite, il y a une histoire d'auteur totale qui fait 25 mètres. On me dit que la brique d'ailleurs fait une masse de 2000 grammes, son énergie mécanique 500 joules. Tout ça, moi j'ai l'habitude sur un petit coin de mon brouillon de noter toutes les données. Ça pourrait être utile pour la suite. On me mentionne en outre que les frottements de l'air sont considérés comme nuls. Ça veut dire qu'il n'y aura pas dissipation d'énergie dans l'air. La brique va garder et conserver toute son énergie certainement au fur et à mesure de la chute. Première question, calcule l'énergie potentielle de la brique à 15 mètres de hauteur. Alors, quand j'ai un problème de calcul d'énergie potentielle, ici, il faudra que je le calcule quand la brique est au niveau 15 mètres. C'est toujours la même méthode qu'on a déjà abordée pour la formule P égale M fois G. Premièrement, je relève vraiment les données utiles. Ici, j'ai une masse de 2000 grammes. Je sais que ça sera utile pour calculer une énergie de position. Et on me parle aussi d'une hauteur. Dans la consigne, il faut qu'elle soit à 15 mètres. C'est cette donnée-là qui est importante. Même si la totalité de l'immeuble fait 25 mètres, moi je veux son énergie potentielle à 15 mètres. La question porte donc sur une hauteur de 15 mètres. Par contre, y aura-t-il des conversions à faire? Dès que je note des valeurs, je me pose la question des unités. Est-ce que le gramme est l'unité qui convient? Est-ce que le mètre est l'unité qui convient? Je vais revoir la formule pour savoir. Et bien sûr, quel est l'inconnu? Ici, on me demande de calculer l'énergie potentielle. Donc, EP, c'est mon point d'interrogation, mon inconnu. Le calcul est la suivante. EP égale M fois G fois H, avec une énergie toujours en joules, une masse en kilogrammes, G qui est toujours en newton par kilogramme, et une hauteur en mètres. Donc, si je reviens calcul, je vois que ma masse est à convertir. Il la faut absolument en kilogrammes. 2000 grammes, ça fera 1000 fois moins, c'est-à-dire 2 kilogrammes. La hauteur, quant à elle, n'est pas modifiée, elle fait 15 mètres, c'est la bonne unité. La formule donc qui va m'aider à faire mon calcul, c'est EP égale M fois G fois H. Toujours la noter pour montrer au correcteur que vous savez l'outil à utiliser, même si vous êtes trompé auparavant sur les conversions. Là, est-ce que j'ai besoin d'extraire mon inconnu de l'équation? Non. Avec ce calcul, je vais directement avoir EP. Il suffit que je remplace M par sa valeur, G par sa valeur, H par sa valeur. Ce qui me donne EP égale 2, que j'ai bien converti en kilogrammes, fois 10. Alors, l'intensité petit g de la Terre est égale à 10 environ. Ça sera une donnée qu'on vous donnera normalement dans un problème. Ce n'est pas à connaître par cœur. Fois 15 pour la hauteur. Je trouve 300 joules. Je n'oublie pas l'unité, bien entendu, sinon la réponse est incomplète.
Voilà pour abordons la deuxième question qui va essayer de voir si vous êtes capable d'utiliser la loi de conservation de l'énergie mécanique dont nous avons parlé tout à l'heure. Et la suivante, déduit son énergie cinétique à 15 mètres. Alors voilà comment on peut raisonner. Moi, on parle d'énergie cinétique, ce qui doit faire tilt, ça peut être par exemple la formule EC égale 1/2 de mv carré que vous devez connaître évidemment par cœur. Ce qui fait tilt aussi, c'est qu'on me demande de déduire. Si je déduis, c'est que je vais faire appel au résultat probablement de la question précédente. C'est-à-dire, à 15 mètres de haut, j'ai une énergie de position qui fait 300 joules. Qu'est-ce que je vais utiliser pour raisonner, pour calculer l'énergie cinétique? Est-ce que je peux utiliser directement la formule pour la trouver? Pour ça, il va me falloir la masse et la vitesse. La masse, c'est parfait, je l'ai, elle fait 2000 grammes. Mais j'ai beau lire mon énoncé, on ne mentionne jamais la vitesse. Je n'ai pas ça, donc j'ai beau regarder toutes les données, ça n'existe pas, donc je ne vais pas pouvoir utiliser cette formule pour calculer, il me manque une donnée. Donc je vais vraiment utiliser la déduction de la question précédente, c'est-à-dire l'énergie de position. Si je fais le bilan, j'ai donc, je connais EP, je connais EM, qui est noté dans l'énoncé ici, qui fait 500 joules, l'énergie totale. Et je cherche C. J'ai deux énergies, je n'en connais pas une autre. J'utilise la loi de conservation d'énergie. EM égale EC plus EP se conserve. C'est-à-dire que l'énergie mécanique, si elle fait 500 joules à 25 mètres, ma brique, elle fera aussi 500 joules en milieu de chemin, c'est-à-dire à 15 mètres. Donc, à n'importe quel moment donné, mon énergie mécanique fait 500 joules et je connais mon EP. Comme EM égale EC plus EP, ça veut dire que 500, c'est égal à EC que je connais pas, plus 300, le EP qui a été trouvé, je vous le rappelle, à la question précédente, les 300 joules. Eh bien, il suffit de sortir EC de mon inconnu, je vais passer le 300 de l'autre côté, comme il était additionné, il va être retranché, et ça va me donner EP égale 500 moins 300, et je trouve 200 joules. Voilà comment on peut utiliser la loi de conservation d'énergie pour résoudre ce problème-là. Nous passons à une avant-dernière question. Voyons voir une équation un peu plus complexe. Je vous demande de calculer la vitesse de cette brique à 15 mètres du sol. Cette fois-ci, ok, à 15 mètres, moi j'ai déjà trouvé l'énergie cinétique, c'était la question précédente, je sais que ça fait 200 joules. Je connais aussi, je ne l'ai pas oublié, la formule de l'énergie cinétique, EC égale 1/2 de mv carré. Je risque de m'en sortir puisque C est connu, 200 joules, puisque M est connu, c'est toujours les 2 kg de ma brique ici, et V c'est l'inconnu. Donc là, j'ai deux choses que je connais, une chose que je connais pas, je suis capable de résoudre une telle équation. Alors là, on passe dans la partie un peu plus mathématique, comment résoudre cette équation. Je vais du coup devoir extraire la vitesse, c'est ça qui m'intéresse. Malheureusement, là, c'est l'énergie cinétique qui m'est donnée, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est V. Comment faire? Il faut que je me débarrasse du M de l'autre côté et du 1/2. Le M étant multiplié, je le fais passer de l'autre côté en le divisant. Le divisé par 2, c'est donc une division par 2. Si je veux le faire passer de l'autre côté, le 2, je vais le multiplier. Ce qui me donnera EC, qui lui n'a pas bougé, multiplié par 2, divisé par M. Ici, nul besoin de parenthèse, puisque j'ai que des multiplications et des divisions, il n'y a pas de problème de priorité, comme il y aurait eu avec des additions et des soustractions. Puis je remplace, ça fait que V carré est égal à EC qui faisait 200, je l'ai remplacé, fois 2 est divisé par 2 kg, fois 2 divisé par 2, ce qui fait très simplement un résultat de 200. Je n'ai pas tout à fait terminé puisque maintenant j'ai la vitesse, mais elle est au carré. Comment déduire V carré égale 200? Comment déduire la vitesse? Eh bien, simplement un outil mathématique que vous connaissez bien, c'est la racine carrée. En prenant la racine carrée de 200, je vais pouvoir avoir ma vitesse et enlever le carré. Avec la calculatrice, je trouve quelque chose de l'ordre de 14,1 mètres par seconde si j'utilise les données, les bonnes unités associées à la formule. Donc voilà un calcul un petit peu plus complexe d'une résolution d'équation qui, je l'admets, n'est pas forcément évidente en troisième. Je vous laisse bien regarder. À quelle vitesse, et ça va être notre dernière question, attention, en km/h cette fois-ci, la brique va-t-elle toucher le sol? Quand elle arrive après une chute de 25 mètres, suis-je capable de déterminer sa vitesse? Ça pourrait être intéressant de le faire. Comment m'y prendre? Je ne vais pas vous donner la réponse, c'est votre travail à faire. Du coup, pour aujourd'hui, je vais vous demander de m'envoyer votre réponse sur Pronote ou sur mon mail personnel. Alors bien sûr, soit vous pouvez m'envoyer qu'un chiffre, 10 km/h, 3 km/h, mais ça serait préférable évidemment que vous preniez en photo toutes les traces de recherche, de calcul de votre brouillon ou que vous me le tapiez à l'ordinateur afin que je puisse vous aider au mieux. S'il y a une erreur, je
peux comme ça voir d'où elle vient et vous apporter une réponse individuelle et personnalisée. Donc, essayez de faire ce travail-là. Prenez-le en photo, donnez-moi votre réponse et ça sera parfait. Et je vous souhaite du coup une bonne reprise si c'est la fin des vacances pour vous et à bientôt.